Alexandre Stervinou, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger au sujet des stablecoins, de la vision de la Banque de France en partie sur toutes ces questions qui touchent à la monnaie, à la blockchain et à tout ce qu'on voit actuellement, un marché qui bouge beaucoup et qui ambitionne de grossir malgré tout ce qu'on a sur un marché un peu mouvementé aujourd'hui. Vous êtes directeur adjoint à la direction des infrastructures, de l'innovation et des paiements à la Banque de France. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots avant qu'on aborde tous ces sujets ensemble, s'il vous plaît ? Merci déjà pour l'invitation. C'est très utile de parler de ces sujets et surtout de dire ce qu'on en pense en tant que régulateur. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir le faire aujourd'hui avec vous. Alors la direction des infrastructures d'innovation et des paiements à la Banque de France, c'est une direction qui est assez vaste en fait dans ce qu'elle fait. Elle s'occupe de la partie opérationnelle de systèmes de paiement et d'infrastructures qui sont offertes par l'Eurosystème, c'est-à-dire les banques centrales aux acteurs financiers. Ça, c'est un grand volet chez nous. Et puis de tout un tas de sujets qui sont liés à la régulation, à la surveillance des infrastructures privées qui existent, des établissements qui fournissent des moyens de paiement, des infrastructures de paiement. Et puis on a un volet aussi très marqué orientation, et puis on a un volet très marqué innovation. Aujourd'hui, avec tout ce qui concerne les cryptoactifs, leur réglementation, leur surveillance, bien sûr, mais aussi la monnaie numérique de banque centrale. Donc aujourd'hui, c'est un axe vraiment très fort que l'on a au niveau de la Banque de France. Sur le côté retail, on parlera peut-être d'un euro numérique ensemble, et puis aussi sur le côté wholesale, c'est-à-dire pour les acteurs financiers. Et là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et on y joue un rôle très actif. Alors là aussi, même, je dirais, d'expérimentation dans le domaine. On va parler effectivement de la monnaie numérique de Banque centrale qui est prévue pour 2025. Le cap est toujours bon ? Alors aujourd'hui, pour bien expliquer quand même cette réflexion que l'on a, c'est une phase d'investigation que l'on a commencé l'année dernière, au mois de juillet, qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc c'est 2 ans de phase d'investigation sur l'euro numérique. On balaye tout. On balaye l'opportunité, la valeur ajoutée d'un euro numérique dans le paysage des paiements aujourd'hui. On balaye ce qu'il pourrait être d'un point de vue architecture, design, conceptuel. On balaye aussi ce qu'il serait d'un point de vue juridique, tout le corpus réglementaire dont on aurait besoin. Et ça se fait non seulement avec la BCE, puisqu'on travaille nous avec les autres banques centrales, mais aussi la Commission européenne. Et donc aujourd'hui, vraiment, on est encore dans une phase d'étude. Il n'y a pas de décision qui est prise. Il y a beaucoup de réflexions qui sont faites avec les acteurs de marché, avec l'ensemble des autorités qui sont impliquées. Donc c'est encore un peu tôt pour parler d'une date de réalisation 2025-2027. On en parlera, je pense, de manière beaucoup plus sérieuse fin 2023, début 2024, quand les gouverneurs auront pris leurs décisions vis-à-vis du dossier qu'on va leur présenter. Et on va effectivement creuser ensemble dans quelques minutes ces sujets de monnaie numérique de Banque centrale. On va aussi parler des stablecoins euro. On a vu Circle annoncer son stablecoin, une entité donc américaine qui détient l'USDC, arriver sur le marché euro. On va voir un petit peu la place que ça a. Et puis on va échanger aussi sur ce marché qui baisse un petit peu, beaucoup, avec des risques et bien sûr de la régulation européenne, puisque le trilogue en ce moment même travaille sur ces sujets-là. On va échanger sur tous ces sujets. Avant d'aller justement un petit peu plus loin, je voulais avoir votre avis, votre analyse sur les crypto-monnaies. Alors, pas sur le cours technique, c'est pas le sujet, mais plutôt sur la perception que vous avez de cette classe d'actifs qu'on a parfois du mal à catégoriser. Comment vous la percevez, vous, à la Banque de France ? Oui, alors je crois que le sujet pour nous est en fait un sujet qui est déjà assez vieux. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant de dire ça, mais on s'y est intéressé depuis en fait 2012. À l'époque, on avait collectivement, avec la Banque Centrale Européenne, avec les autres banques centrales, analyser ce qu'on appelait les virtual currencies, les monnaies virtuelles. Donc c'était le nom qui était donné à ces objets. On avait le Bitcoin principalement, mais on en avait d'autres à l'époque aussi, qui étaient en train d'émerger, de devenir un phénomène à part entière. On avait aussi, du côté de la Banque de France, émis un certain nombre d'alertes sur une classe d'actifs qui, pour nous, finalement, était très spéculative. Et donc on avait clairement appelé à de la réglementation pour encadrer cette classe d'actifs spéculatifs, de façon à ce qu'il y ait des processus, des mesures de protection du consommateur, de l'investisseur, beaucoup aussi de volets sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc voilà comment on a abordé le sujet dans un premier temps, dans le tout début des années 2010. Je pense qu'après, on est aujourd'hui dans une deuxième phase, depuis déjà quand même 3 ans à peu près, dans une phase qui a été finalement initiée par ce que Facebook Libra a fait finalement dans le domaine, c'est-à-dire de dire, nous on est une plateforme,
on est une plateforme numérique avec une empreinte de 2,5 milliards d'individus, c'était un tout petit peu moins à l'époque. On a la capacité d'avoir une monnaie privée, numérique, digitale comme on pourra dire, sur notre plateforme, et on va donc garder nos utilisateurs dans un écosystème fermé. Là, clairement, c'est passé dans une autre dimension. Ça vous a fait peur ? En fait, la problématique, c'est que c'est finalement mettre dans le domaine privé quelque chose qui est typiquement du ressort d'un État ou d'une banque centrale. Et il faut bien comprendre que la monnaie, c'est pas quelque chose d'aléatoire. En fait, si on regarde la monnaie, quel est son usage, quelle est sa valeur dans la tête des gens, je pense que les gens sont toujours plus confiants par rapport à une banque qu'à une plateforme numérique. C'est quelque chose, un phénomène que l'on voit toujours. On confiera plutôt son argent à son banquier plutôt qu'à une plateforme numérique. Bon, si on regarde une banque commerciale, si on regarde une banque centrale, si on regarde un État, on aura normalement un indice de confiance croissant qui va du plus privé au plus public. C'est quelque chose qui est dans l'entendement de tout le monde. Donc quand on a vu ce phénomène émerger, avec cette ampleur, cet effet de réseau absolument fantastique, impressionnant, je dirais, de cela remarquable en fait, hein, être capable d'atteindre tant d'utilisateurs d'un coup d'un seul avec une monnaie numérique privée, eh bien on s'est dit qu'il y a un certain nombre de risques, et il y a notamment le risque de substitution des monnaies existantes. Et là se pose la question fondamentale de la confiance en fait dans la monnaie. La monnaie donnée à un acteur privé, on ne sait pas ce qui peut arriver avec un acteur privé. Moi je vous rappelle quelques phénomènes assez classiques dans le domaine, on va dire, de la technologie. Nokia était le roi des téléphones portables fin des années 90, enfin même dans les années 90 et au début des années 2000. Il a fallu que quelques années, 2-3 années, pour être complètement détrôné très rapidement par Apple avec son fameux iPhone. Et la régulation. Et je dirais en fait la régulation par rapport à Nokia n'a pas été réellement, enfin ça n'a pas été un sujet à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une mouvance des acteurs privés et c'est tout à fait logique. Ce qu'une monnaie est, c'est une stabilité dans le temps. Donc sa valeur est adossée à quelque chose qui est stable. Et c'est le rôle d'une banque centrale, c'est le rôle d'un État de promouvoir d'une part et de produire, de fournir cette stabilité. Donc je pense qu'on est entré dans une phase où clairement, quand il y a cette forme de concurrence d'une monnaie privée par rapport à une monnaie de banque centrale, on se doit de répondre. Ça veut dire qu'on doit trouver des réponses à ce phénomène-là. Et c'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui les monnaies numériques de banque centrale, CBDC en anglais, parce qu'on pense qu'il y a un appel du marché, on appelle des individus, peut-être des commerçants aussi, d'avoir un objet, d'avoir un lien qui est un lien numérique, digital, avec la monnaie de banque centrale. Jusqu'à maintenant, on l'avait avec les billets, avec les pièces sonnantes et trébuchantes. C'est vrai qu'il y a un déclin de l'usage du cash, parce que les gens utilisent de plus en plus de moyens de paiement électroniques. Est-ce que, du coup, on n'a pas à être beaucoup plus présent directement, en fait, dans le domaine du digital, avec une monnaie numérique de banque centrale ? Quelque part, ce qui s'est passé en 2019 a été pour nous un appel du pied très fort de se dire, mais il faut qu'on réfléchisse à ça, à une monnaie numérique de banque centrale. Et le deuxième grand axe, qui nous a fait réfléchir aussi assez rapidement au niveau du G20, j'avais la chance d'en faire partie à l'époque au niveau du secrétariat à Bâle, c'était de réfléchir à une réglementation, c'est-à-dire comment encadrer. Après tout, pourquoi pas ? Si on a des crypto-actifs qui se mettent à naître, qui soient utilisés pour de l'investissement divers et variés en tant que véhicule d'investissement, que l'on ait des stablecoins qui donc s'apparentent beaucoup plus à des objets qui peuvent être utilisés dans des échanges. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, les réglementer, faire en sorte qu'ils aient une qualité d'encadrement qui est la même que ce qu'on a aujourd'hui avec des établissements bancaires ou d'autres établissements qui fournissent des services financiers ou des services de paiement. L'idée, c'est vraiment d'avoir des activités, des risques qui soient régulés de la même manière partout, quel que soit finalement l'acteur qui est concerné. Donc c'est cette approche-là qu'on a cherché et qu'on cherche encore aujourd'hui à mettre en place. MiCA, vous en avez parlé sans trop en parler, et je suis sûr qu'on va aller un peu plus dans le détail. Tout à fait. MiCA en est une expression. MiCA, c'est de se dire, ben voilà, on a un domaine aujourd'hui avec des cryptoactifs qui vont un petit peu dans tous les sens. On a essayé de les catégoriser. Les stablecoins à côté, les autres cryptoactifs qui n'ont pas de réserve du type stablecoin, et trouvons un régime, encadrons les entités qui produisent, qui émettent ce type de cryptoactifs, encadrons également les plateformes qui offrent des échanges, fournissons là des mesures contraignantes, certes, mais des mesures qui sont pour le bien de tous,
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des mesures prudentielles si on a des stablecoins qui sont arrimés à d'autres actifs ou à de la monnaie que l'on connaît bien, donc d'avoir des réserves, d'avoir du collatéral, ce qu'on retrouve finalement dans le domaine financier, qui est là simplement pour garantir que ça ne s'écroule pas, ou en tout cas si on a un problème à un moment, ça s'écroule pas trop vite et on a des moyens de résoudre en fait les problèmes qui sont derrière. Et on discutera quelques minutes de l'UST effectivement, puisque c'est l'un des stablecoins algorithmiques qui a effectivement échoué il y a quelques semaines et qui a malheureusement fait très mal à l'écosystème. Vous êtes directeur adjoint de l'innovation. Quand on parle de Bitcoin, est-ce que vous voyez de l'innovation dans ce système de paiement, dans cette crypto-monnaie, là où effectivement Facebook est peut-être allé trop vite, trop fort, Meta aujourd'hui, et a changé l'œil du régulateur qui n'en voyait pas une menace à ce moment-là dans l'écosystème, mais particulièrement dans cette volonté de créer ce token qui d'ailleurs Libra a été balayé depuis. Est-ce que vous voyez dans Bitcoin une innovation et est-ce que vous comprenez que certains puissent s'y tourner dans une inflation comme on la connaît aujourd'hui dans la zone euro? Alors, moi je crois encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, Bitcoin est un objet spéculatif. Ça veut dire ni plus ni moins que ça. À partir du moment où on arrive à encadrer la spéculation, on s'assure que tout le monde est bien au courant de ce qui se passe. Les investisseurs prennent des risques contrôlés parce que des régulateurs en fait les encadrent. Donc pour nous, c'est un objet spéculatif avant tout. Donc il faut bien que tout le monde soit conscient de ça. Moi je pense que sur le public le plus large, attention, on voit ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, la perte de valeur sur les bitcoins aujourd'hui, le bitcoin, pardon, elle est phénoménale. Ceci dit, elle existe aussi sur d'autres classes d'actifs, les actions, sur le marché américain, sur le CAC 40, alors de la même manière, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ça existe aussi. Donc ça signifie qu'on manipule un objet avec potentiellement des hauts et potentiellement des bas. C'est pas quelque chose de magique qui va toujours vers le haut. Voilà pour la partie Bitcoin, je crois que c'est très important vraiment de le dire. Et donc, quelque part, de fournir tous les éléments d'encadrement, en fait, pour que les gens soient bien au courant de ça. Par contre, vous avez mentionné, y a-t-il une innovation dans le Bitcoin? Alors oui, il y en a une très grande innovation. C'est la technologie qui est sous-jacente. La technologie qui est utilisée par le Bitcoin dès 2008, les histoires de blockchain, en fait, qui sont derrière, eh bien, ça sont des innovations qui, plus de 10 ans plus tard, sont en train d'envahir quelque part à peu près tous les domaines, en tout cas pour la finance, que je connais un peu plus, tous les domaines de la finance, des services financiers. Et, quelque part, aussi, ont des promesses. Des promesses de quoi? Alors, des promesses de réduction des coûts, parce qu'on va aller un peu plus vite, parce qu'on va réussir à être un peu plus transparent, notamment dans les opérations de reporting et autres, et peut-être parce qu'on a un accès plus aisé, en fait, à un certain type d'actifs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. La technologie des blockchains, la technologie des registres distribués, puisqu'on a quelques notions techniques un peu différentes entre les deux, ces technologies-là, aujourd'hui, nous-mêmes, on les expérimente. Et en fait, je vais même aller un peu plus loin. En 2016, on a mis en place un service qui est tourné vers les banques, qui est un service de gestion des identifiants créanciers SEPA. Pardon d'être un peu aussi la technique, mais c'est quoi? Ce sont les identifiants d'uniques numéros dans les prélèvements que vous recevez, prélèvements d'EDF, d'Orange, etc., sur votre compte. Cet identifiant qui est là, il faut le gérer, il ne faut pas qu'il y ait de doublons. En fait, l'idée, c'est réellement ça. Et on a mis ça en place en France, avec tous les établissements bancaires de la place. Eh bien, je vous le donne en mille, quelle est la technologie qui est en dessous? Une blockchain. En 2016. En 2016, on a mis en place une blockchain sur le marché qui est utilisée pour gérer cet identifiant de manière donc collaborative avec des établissements bancaires. Donc nous, on y croit à cette technologie-là, puisqu'on l'a même en production depuis 7 ans. Enfin 6, bientôt 7, mais pour l'instant 6 ans. Donc, que fait-on depuis? Eh bien, on expérimente. On expérimente avec ces blockchains, avec ces technologies de registre distribué. On a eu un programme d'expérimentation pendant 2 ans sur tout ce qui est en fait la monnaie numérique de banque centrale qu'on appelle de gros interbancaire, donc pour les institutions financières, comment améliorer tout ce qui concerne le post-trade en fait chez eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté une action, une obligation, comment on fait pour l'échanger, la régler, et donc comment on peut optimiser en fait ces transactions qui se passent sur le post-trade. Eh bien, il y a des technologies blockchain qui peuvent être utilisées pour ça. C'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a mis en place. On a 9 expérimentations qui ont été résumées dans un rapport paru en novembre de l'année dernière. On le voit bien pour nous, il y a des promesses. Alors, tout n'a pas été vu.
les aspects de sécurité, les aspects de scalability, comme on dit très bien en français, c'est-à-dire en fait de mise à l'échelle, de performance, c'est des éléments à voir. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de promesses sur l'optimisation des processus, sur le rôle des intermédiaires, peut-être un peu moins d'ailleurs d'intermédiaires dans la chaîne, sur la rapidité d'exécution. Très clairement, la performance, la rapidité d'exécution, on voit bien avec ces technologies qui permettent de mettre en réseau les acteurs de manière quasiment immédiate, oui, on peut potentiellement gagner en rapidité. Il va falloir continuer à étudier tout ça, c'est pas simple. Mais nous, on y croit. On continue d'expérimenter cette année 2022 avec ce type de technologie sur les monnaies numériques de banque centrale. On a un régime pilote qui est en train de venir au niveau européen, qui est le corollaire de MiCA sur la partie réglementation. On le voit bien, hein, le législateur européen, aidé des autorités publiques, il voit deux choses. Les cryptoactifs, il faut les réglementer pour avoir un cadre sûr pour tout le monde. Ça, c'est MiCA et c'est ce que tout le monde connaît un peu sur cette réglementation qui est en train de venir. Et puis, il a mis en place aussi un régime pilote, donc testé. Testons la technologie, notamment dans tout ce qui est post-trade services, comme on dit si bien, donc dans le domaine des marchés financiers. Donc on a ces deux aspects, réglementation, innovation. Les deux sont compatibles et on en est absolument convaincu à la Banque centrale, ici à la Banque de France. Il y a quelques mois avec KPMG, l'ADAN, on cofinançait le fameux sondage des 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. La Banque Centrale Européenne, la BCE, sortait son sondage il y a quelques semaines et annonçait que c'était 10% des Européens qui possédaient des crypto-monnaies. C'est important, surtout que les sommes qui étaient en jeu étaient aussi très importantes. Il y avait une grande partie qui possédait plus de 10 000 euros. Pour les épargnes des Européens, c'est important. Est-ce que là aussi, vous entendez cette crainte de voir l'épargne, à part l'inflation, diminuer? Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir plus confiance en un enregistre distribué comme Bitcoin, décentralisé, qu'envers les visions de la BCE? Je ne suis pas certain. Parce que... en fait, je pense il faut être un petit peu neutre et un petit peu objectif, ou en tout cas essayer de l'être. Si on considère que Bitcoin est associé, les cryptoactifs, c'est une classe finalement d'épargne, à ce moment-là, c'est simplement les mêmes règles qui se prêtent à l'exercice. Et c'est vrai que on peut gagner ou on peut perdre. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité des placements en bourse. Eh bien, c'est peut-être la réalité de ce qu'on pourrait appeler un placement en cryptoactifs, en Bitcoin ou autre. Donc je pense que l'épargnant doit être vraiment conscient de ça. Et nous, c'est notre mission collective avec, bien sûr, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, justement, qui a mis en place tout un processus avec un certain nombre d'obligations et puis autrement un processus optionnel pour renforcer la crédibilité des acteurs sur le marché. L'idée, c'est ça, c'est de rendre, on va dire, l'ensemble de l'écosystème, en tout cas le plus transparent possible et le plus sûr pour l'investisseur, alors qu'il soit institutionnel ou qu'il soit effectivement privé. Mais je ne pense pas qu'il faille considérer les choses de manière opposée. En fait, il n'y a pas nécessairement une opposition. Il y a réellement, en fait... Il y a une crainte. Oui, mais la crainte... Regardons aujourd'hui le phénomène. On voit que, en fait, le marché des actions est plutôt en repli. Mais ça, c'est dû à des mécanismes d'inflation qui est devant nous. C'est classique, oui. C'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est dû à des éléments, on va dire, exogènes. On sait bien, la crise, la guerre en Russie, Russie-Ukraine, on est dans une période post-Covid qui n'a pas été aussi, qui n'est pas simple par définition, donc ça fait des choses qui s'accumulent. Donc on a une période inflationniste qui est forcément génératrice de craintes à part entière. Donc c'est normal qu'on constate un repli sur le marché des actions. Et de la même manière, on voit bien qu'il y a un repli en fait aussi sur le marché des cryptoactifs. Donc il y a une forme d'ailleurs de corollaire entre les deux. C'est tout à fait correct. Donc ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que c'est peut-être pas si opposé que ça finalement, ce qui est en train de se passer. C'est que donc on a probablement des investisseurs aussi bien privés qu'institutionnels, probablement pas trop institutionnels parce que le domaine est encore peu envahi, mais dans le domaine privé, qui regardent les cryptoactifs comme une façon de diversifier un portefeuille d'investissement. Donc attention aux risques associés, on peut peut-être gagner, mais on peut aussi peut-être tout perdre. Donc c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête. Et justement, pour revenir du coup sur l'innovation réelle auquel vous avez plus la main avec les stablecoins ou avec justement les monnaies numériques de banque centrale. Aujourd'hui, quand on parle crypto-monnaie, depuis quelques mois, quelques années, on entend beaucoup parler de la finance décentralisée, qui est justement en plein les spectres de MiCA et du trilogue européen et des discussions justement sur ces sujets au niveau de l'Europe. Comment vous regardez cette innovation
parce que pour le coup, dans la finance décentralisée et la finance sur la blockchain, il y a une réelle innovation, il y a une problématique pour la souveraineté économique de l'Europe, c'est la place de l'euro dans cet écosystème qui est proche de zéro, puisque 99% des stablecoins sont aujourd'hui des stablecoins euro, USDC, USDT. Quand il ne s'agit pas, et ça sera la première question que je vous poserai sur l'UST de stablecoin un peu bizarre comme les stablecoins algorithmiques, quelle doit être la place de l'euro sur cette finance alternative ou décentralisée? Et est-ce que ça doit être la place d'entités centralisées comme Circle qui annonce aujourd'hui lancer son stablecoin euro alors que c'est une entité américaine? Ou est-ce que justement ça doit être la place des monnaies numériques de banque centrale demain, dans quelques années, quand la BCE l'aura lancé? Plusieurs questions dans votre question. Exactement. On va essayer de s'en souvenir. Je m'en souviendrai. Et j'espère que vous allez m'aider parce qu'il y en a plusieurs. Non, mais il y a de vraies questions très, très pertinentes. Très pertinentes. Quand on a imaginé encadrer les cryptoactifs, c'était en 2020 en Europe. Le paquet en fait, d'encadrement, MiCA, est apparu en septembre, si je me souviens bien, de l'année 2020. On n'avait pas réellement encore la finance décentralisée au sens DeFi, telle qu'on la connaît en fait aujourd'hui. C'était pas encore là. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le domaine évolue extrêmement rapidement. Il bouge très vite. On pourrait même employer un vieux vocabulaire. Il pivote tout seul, comme un grand, très vite. Alors pas tout seul, parce qu'il y a des acteurs derrière. Je vais y revenir. Le deuxième phénomène, c'est que il faut faire attention à ne pas essayer de mettre au chausse-pied dans de la réglementation des choses nouvelles. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une réalité qui, d'ailleurs, à mon avis, sera prise en compte par MiCA, c'est qu'on aura besoin de clauses de revoyure. MiCA n'est pas une fin en soi, c'est un excellent début. On l'a soutenu très fortement à la Banque de France depuis le départ. Et on pense que ça va aider le marché et aider les utilisateurs finaux à avoir confiance dans les intermédiaires qui offrent ce type de service et avoir confiance dans le type d'investissement qui leur sont présentés ou le type effectivement de stablecoin orienté paiement. Donc on a les e-money tokens notamment, donc on a des services de paiement qui pourraient être associés en fait à ce type d'actifs. Bon, très bien. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir que ça évolue dans le temps. Donc la DeFi, même si un bout peut rentrer dans MiCA, on n'y fera pas tout rentrer, donc il est nécessaire de revoir les choses dans 12 mois, dans 18 mois, enfin une durée à décider, et de toute façon les choses devront se faire dans le temps. Après, deuxième partie de votre question, mais il y en a qu'à tous 5 des parties. C'était sur l'UST dans un premier temps. Alors, savoir en fait si cette catastrophe qu'on a tous subie dans l'écosystème, est-ce qu'elle a ébruité un petit peu les couloirs de la Banque de France ici, et vous la preniez un peu comme témoin justement dans la nécessité de réguler cet écosystème? De manière très claire, c'est de l'eau au moulin, je dirais, de devoir réguler. Là, c'est notre devoir de réguler l'écosystème, mais c'est un devoir commun à l'ensemble des membres du G20. Le G20 s'est attaché dès 2019 à trouver des grands principes de régulation pour les stablecoins. Ces grands principes sont ensuite appliqués, mis en œuvre par les différentes juridictions dans le monde. C'est vrai que ça peut mettre un peu de temps. Encore une fois, en Europe, on a MiCA. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire la faillite Terra Luna, c'est une faillite qui montre bien qu'il va falloir réellement être très présent d'un point de vue de la régulation dans ce domaine des cryptoactifs, qu'il est urgent, même si ça prend du temps, c'est vrai, mais qu'il est urgent vraiment de conclure MiCA, qu'il est urgent de passer à l'action. Et c'est vrai partout dans le monde, parce qu'il ne faut pas d'arbitrage réglementaire, il ne faut pas que si on a du mal à s'installer avec une offre dans un endroit, on va ailleurs. Ça, il faut vraiment éviter. Donc pour nous, c'est un souci vraiment majeur. Donc je dirais malheureusement, parce qu'on ne peut jamais se satisfaire en fait de quelque chose qui laisse sur le carreau un certain nombre d'acteurs ou de personnes. Mais malheureusement, comme on a pu le dire, ou peut-être le prédire, oiseau de mauvais augure, il y a forcément un moment où en fait on s'aperçoit que quand les choses sont faites en dehors de tout cadre, eh bien malheureusement ces choses-là peuvent ne pas être toujours très positives. C'est le cas de Terra Luna. Donc ces stablecoins algorithmiques, clairement on a un point d'alerte très fort dessus. On l'avait sur les stablecoins avec réserve, du type Libra tel que le projet pouvait l'être.
On est en train d'y travailler, on aura avec Mika un encadrement qui est très clair. C'est vrai qu'il y a une alerte très forte avec les stablecoins algorithmiques et cette histoire Terra Luna. Et est-ce que vous sortez justement de ce spectre-là, des stablecoins qui sont, pourrait-on dire, backés par des vrais dollars, par des vrais euros, et justement, ces stablecoins qui existent, on a le LUG en France, notamment de Casino, qui est régulé. On a d'autres initiatives, le J-Euro, le AG Euro, qui essayent justement d'apporter de la souveraineté économique pour l'Europe dans ce monde qui se décide. Est-ce qu'elle est importante ? Alors, c'était une autre partie de votre question initiale, effectivement, la souveraineté européenne. Ou la souveraineté d'ailleurs au sens plus large. Des fois, on pourrait parler aussi d'autonomie stratégique. C'est un point peut-être d'un langage un peu plus militaire d'ailleurs, désolé, mais c'est vrai que c'est un point important finalement pour les acteurs économiques en tant que tels. On est convaincu que les réflexions que l'on mène aujourd'hui sur un euro numérique de détail, cette fameuse phase d'investigation dont je parlais tout à l'heure, ça va aider à nous rendre indépendants vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs extra-européens. Ça redonne une capacité aux entités européennes d'avoir un lien direct et une monnaie sous forme numérique avec les commerçants, avec les utilisateurs finaux. Donc on en est convaincu, c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on explore bien dans toute sa portée, les impacts qui pourraient exister par rapport aux banques, aux autres intermédiaires, etc. Mais il y a quand même là une trace, un axe qui est très important. Maintenant, pour ce qui est des stablecoins et des initiatives privées, d'ordre réellement complètement privé, que remarque-t-on ? C'est qu'on revoit une tendance, finalement, qui est une tendance classique, c'est-à-dire que l'innovation vient quand même très souvent d'outre-Atlantique, avec des solutions, des acteurs qui portent des produits qui viennent de là-bas. Voilà, c'est assez simple. C'est quelque chose, évidemment, qui est un petit peu préoccupant, parce qu'on aimerait bien que les acteurs européens soient beaucoup plus présents. Donc là, on voit bien que l'encadrement va nous aider, parce que tout le monde y sera soumis de la même manière. Est-ce qu'elle ne va pas nous ostraciser, justement, telle qu'elle est imaginée aujourd'hui ? Je ne pense pas, parce que si on regarde, en fait, aujourd'hui, le phénomène stablecoin, ou cryptoactif au sens large, moi je pense qu'il a amené par exemple un changement, en tout cas une inflexion, par exemple des États-Unis, de manière assez forte, qui était, il y a encore 2 ans de ça, pour une régulation finalement au chausse-pied dans ce qu'est d'ailleurs le corpus réglementaire américain. Et là on a la SEC, et là on a la Fed, et là on a l'OCC, qui chacune, désolé pour les acronymes, mais chacune fait un petit peu son travail dans son coin, dans son périmètre. Et globalement, les Américains pensaient que c'était quelque chose qui était faisable. Et c'était pas faux. Mais on a vu que la complexité, la porosité entre le domaine traditionnel de la finance et puis ces nouveaux cryptoactifs, et aussi la complexité des montages qui sont utilisés. Donc les montages de type stablecoin, par exemple, en effet, avec des réserves qui, des fois, peuvent être du commercial paper, d'autres actifs, d'autres cryptoactifs, des fonds de type MMF. Bon, ça devient un petit peu technique, mais on voit bien que justement, on a des rebonds potentiels possibles qui ont lieu, et cette complexité-là a appelé les Américains à se dire il faut qu'on ait une vue d'ensemble, une vue cohérente. Et là, on a eu, dès la fin de l'année dernière, un appel très fort à avoir une vision d'ensemble totale que la Fed est en train de porter, que la SEC est en train de porter, et que le département du Trésor américain est aussi en train de porter. Donc on voit bien que l'année 2022 va être une année probablement d'inflexion forte sur la manière de réglementer les choses. Moi, je pense que ce qu'on a fait en Europe, avec Mika dès 2020, ça a été précurseur finalement de ce mouvement-là. À un moment ou à un autre, on arrive tous à la même conclusion. Encore une fois, ce n'est pas, je pense, une question que l'Europe va bloquer l'innovation parce qu'elle régule. Je pense qu'il y a d'autres variables, il y a d'autres, si vous voulez, phénomènes qui poussent à l'innovation de manière un peu plus forte dans certaines contrées du monde. Les États-Unis sont un creuset, je dirais, et un terreau d'accueil, de facilitation aussi du funding, de tout ce qui est la capacité d'investir, de prendre du risque. Le capital risque est extrêmement développé aux États-Unis. Il se développe aujourd'hui en Europe, il se développe en France, mais c'est vrai qu'il y a là un départ qui a été pris par les Américains depuis vraiment très très longtemps. Donc c'est aussi, je pense, ce genre de choses qu'il faut découpler finalement. Mais
si on doit effectivement ramener de la souveraineté, vous parliez tout à l'heure d'un langage militaire, prenons un autre langage militaire dans l'économie, c'est cette guerre économique qui se joue aujourd'hui, que ce soit sur le flanc des entreprises privées, de la régulation ou des monnaies numériques de banque centrale, avec des États, des pays, des groupements de pays qui les développent de manière différente et avec différentes échelles de temps. Si on la ramène sur les stablecoins, pour finir sur ce point-là, est-ce que d'être au-dessus des recommandations du GAFI, l'Europe, en prenant des dispositions supérieures, ne s'ostracise pas, là où les Américains s'alignent et effectivement risquent de récupérer une partie du gâteau? Ah mais sur ce qui est de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, nous, et ce que l'Europe veut faire, c'est appliquer les règles du GAFI, notamment la recommandation 16 sur ce qui est travel rules, c'est-à-dire avoir la connaissance des données pour le bénéficiaire d'une transaction. Ça même un cran au-dessus de ces indications du GAFI, pour le coup. Je pense pas. Enfin, vraiment, on est dans l'application de ce que le GAFI a recommandé. Maintenant, moi, je crois encore que la régulation, enfin la réglementation, finalement, elle protège. Elle va aussi créer un environnement où les règles, on l'espère, seront quand même assez nettement lisibles, que les acteurs pourront agir en confiance, que aussi ils seront perçus comme étant de confiance, puisque régulés de manière sérieuse. Donc je pense que là aussi, il faut peut-être voir la régulation comme le moyen de prouver qu'on peut faire de l'innovation et en étant dans un cadre de confiance. C'est un petit peu ça aussi l'idée. La régulation n'est pas... je pense qu'elle n'est pas un frein. C'est vrai qu'elle peut être complexe, c'est vrai qu'il faut aider les acteurs. On a mis en place, notamment avec la CPR, avec l'AMF, des guichets uniques où on explique aux acteurs, on explique aux jeunes startups, aux jeunes pousses, mais aussi même aux acteurs plus complexes qui viennent d'autres domaines. On explique comment faire, comment s'adapter à la réglementation, quel est le chemin à parcourir. On va continuer, on a probablement plus d'efforts à fournir là-dessus, mais on va continuer à le faire. Maintenant, une fois que ces barrières-là sont passées, l'acteur est aussi quand même en confiance et il peut aussi se prévaloir d'une réglementation, d'une régulation en tout cas, qui l'aide aussi dans la capture de ces différents clients à droite et à gauche. Et de cette valeur crypto-monétaire, parce qu'effectivement, on le sait, dans la finance traditionnelle, 70 à 80% des flux financiers sont en dollars. Je vous le disais, dans la finance décentralisée, c'est 99,9. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec d'entendre Circle nous dire nous, on va sortir un stablecoin euro et il va bien marcher parce qu'on a le sérieux de Circle et la réglementation en dehors de l'Europe? Les acteurs européens doivent se positionner sur ces segments s'ils estiment qu'il y a des capacités de croissance. S'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. C'est vrai que, encore une fois, je le disais, des acteurs plutôt d'origine américaine ont tendance à rentrer dans ces logiques de croissance très rapide et d'investissement très fort. Moi, je pense aussi, si vous voulez, que dans ce domaine-là, il faut que l'innovation, que le terreau d'innovation, on arrive à le faire naître de manière un peu plus forte en Europe. Encore une fois, on essaie vraiment de le faire. Là, c'est pas la réglementation qui est nécessairement un frein. Je pense qu'il y a d'autres verrous à faire sauter. Il faut trouver la manière d'incuber des solutions de plus en plus innovantes et de le faire peut-être sur des modèles qui sont pas ceux que l'on a aujourd'hui en Europe, en France. Ça, c'est une vraie réalité aussi. Sur les monnaies numériques de Banque Centrale, pour revenir et finir sur ce sujet-là, vous avez donc une expérimentation en cours depuis quelques temps. Il y a des premiers retours qui sont tombés il y a quelques semaines de la Banque Centrale Européenne qui donnaient les grandes lignes de ce sondage que vous aviez fait auprès des Européens qui souhaitaient de la liquidité, qui souhaitaient aussi la protection de la vie privée. Comment on peut imaginer justement cette MNBC? Il y a aux États-Unis 2 sénateurs qui mettaient en garde sur la disparition peut-être des banques. Il y a aussi que c'est une des grandes inquiétudes de ces organismes-là de disparaître ou de voir leur capacité de création monétaire diminuer de par les accords de Bâle et autres qui leur nécessitent d'avoir un certain nombre d'euros avant de les émettre si on voit ce flux partir directement dans la Banque Centrale Européenne. Comment vous percevez toutes ces inquiétudes et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes donc de cette réflexion globale? Oui, donc on y travaille activement à ces éléments-là. C'était vraiment ce que je disais un petit peu plus tôt sur cette phase d'investigation là, de 2 ans. Elle n'est pas compressible, donc c'est pour ça que les conclusions, il va falloir attendre un petit peu avant qu'on puisse être vraiment catégorique sur tous ces éléments. Mais
c'est très clair qu'on a une volonté forte aujourd'hui que les intermédiaires qui existent dans le domaine des paiements, quand on parle d'un euro numérique, que ces intermédiaires aient un rôle plein et entier. Alors, dans le détail, il va falloir voir exactement ce que ça veut dire. Mais on n'a pas vocation à se substituer aux acteurs que sont les banques aujourd'hui. Les banques font un rôle excellent dans le domaine du retail, ce qu'on appelle le retail, avec leurs clients comme vous et moi, clients finaux, qui sont consommateurs, mais également les clients qui sont commerçants. Et je ne pense pas que les banques centrales aient vocation à rentrer dans ce domaine-là. Donc c'est très clair, pour nous, les banques ont un rôle à jouer, si un jour on a l'émission d'un euro numérique, dans sa distribution, dans la relation avec les clients finaux. Ça, c'est très clair. Maintenant, il y a une question qui est derrière, c'est que si on crée une masse monétaire d'euros numériques, comment est-ce que tout ça va se fondre avec ce qui existe aujourd'hui par les banques commerciales, ce qui est fourni par les banques commerciales, qui fournissent finalement ce qu'on appelle un euro scriptural, enfin de la monnaie finalement sous forme électronique, puisque quand on paie avec une carte, quand on paie même avec un chèque, on est avec une forme dématérialisée à un moment ou à un autre dans le circuit. C'est vrai que ces éléments-là, c'est des éléments importants. On est en train de réfléchir à beaucoup de mécanismes qui permettent de faire en sorte que l'euro numérique soit un outil de transfert, de paiement, pas un outil de stockage de valeur. Donc je pense que ça, c'est une différence qui est fondamentale. C'est 2 des 3 caractéristiques de la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une forme de thésaurisation avec un euro numérique. Ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment pas le but. Ce qu'on veut faire, c'est avoir ce lien direct entre la banque centrale et l'utilisateur final, comme il existe aujourd'hui avec le cash, et même s'il est un petit peu moins utilisé, mais on a cette capacité de confiance directe. Là, on veut avoir la même chose dans l'espace numérique, mais on ne veut surtout pas qu'on ait un mécanisme disruptif, perturbateur du mode de fonctionnement, du mode de financement en fait, des établissements bancaires commerciaux. Donc c'est hors de question d'aller être perturbateur là-dessus. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, tout simplement parce qu'il n'y a pas de décision qui est prise. On a beaucoup de pistes qui sont à voir, à évaluer sur des mécanismes de rémunération qui soient incentivized ou disincentivized pour les intermédiaires. On a aussi des mécanismes de limites sur, par exemple, la limite de détention d'un euro, enfin des euros numériques, etc. On a vraiment des différentes formes qui sont à l'étude. On reviendra un peu plus tard vers tout le monde avec les décisions qui nous apparaissent comme étant les plus réalistes, sachant que, et là aussi c'est peut-être un point, je pense, important, c'est qu'on ne fait pas ça en chambre, nous-mêmes simplement dans un coin. On a créé des structures et de l'interaction avec les acteurs de marché. Donc aujourd'hui, il y a des structures au niveau européen et au niveau national en France qui nous permettent d'aller voir les acteurs et de dire, voilà, on a 2-3 pistes de réflexion sur tel ou tel sujet, sur de l'architecture, sur du design, sur peut-être ces fameuses limites de détention et autres. Comment on peut faire en sorte de mettre un mécanisme efficace? Est-ce que vous pensez que celui-ci par rapport à celui-là l'est plus? Désolé d'être un peu vague, mais c'est un peu ça. Eh bien, on vient les interroger, on vient leur demander leur avis. Donc des experts, la profession, que ce soit des grands commerçants, que ce soit effectivement des banques ou d'autres types d'intermédiaires, des académiques qui réfléchissent à ces sujets-là, des économistes qui réfléchissent à ces sujets-là de manière très approfondie. Donc on est dans une forme aussi de partenariat avec le privé, et donc on essaie de co-construire en fait cette histoire d'euro numérique, même si on en porte la responsabilité in fine et que beaucoup du travail est actuellement fait par les banquiers centraux. Ça veut dire que dans cette catégorie-là, les stablecoins ne rentreraient pas en confrontation avec ces monnaies numériques de banque centrale, avec l'euro numérique, et donc ne seraient pas utilisés dans la finance décentralisée ou autre, puisqu'il n'a pas vocation à être garantir de la valeur, ou en tout cas terroriser. Moi je pense que quand on parle de finance décentralisée, il y a peut-être 2-3 points à avoir en tête. Déjà, est-ce qu'on est dans la vraie finance décentralisée? C'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, beaucoup peuvent se réclamer de finances décentralisées, et en fait ce sont de nouvelles plateformes avec de nouveaux protocoles et de nouvelles formes finalement de monopole. Bon, donc moi je pose la question, je laisserai les grands experts y réfléchir, et notamment sur des idées de créer des choses un peu nouvelles, de se détacher
domaine financier traditionnel, est-ce qu'on ne se rattache pas finalement à une autre forme de captivité, du coup, si on pense de cette manière? Bon, je crois que c'est assez important d'avoir ça en tête. Après, sur la vraie finance décentralisée, bon, ça veut dire qu'on est sur des réseaux qui sont bien éclatés, on va dire, où on a des smart contracts qui sont là pour faire des opérations de manière automatisée. On peut imaginer du FX trading, donc voilà, du change, euro-dollar, ce genre de choses-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les protocoles DeFi et dans les réseaux en tant que tels, ce sont avant tout des services qui servent le monde des cryptoactifs. Ce ne sont pas des services qui encore sont des services de la finance traditionnelle. Mais c'est vrai qu'on peut penser, se dire à un moment, attention, peut-être qu'on va se retrouver... Les porosités existent déjà, effectivement. La porosité existe déjà, elle peut s'intensifier. Exactement. Et donc se pose la question pour nous, à ce moment-là, là-dedans, de se dire, mais si ça se met à se développer, effectivement, qu'il y ait la capacité d'avoir à un moment ou à un autre des actifs de règlement, du type monnaie numérique de banque centrale. Alors, je ne parle pas de l'euro numérique, mais je parle, puisque là on en parlait en tant qu'euro numérique de détail, mais c'est vrai qu'on se pose la question, et c'était le sens de nos expérimentations, de se dire, mais si tout se tokenise, si tous les actifs financiers deviennent finalement... des représentations digitales, et d'ailleurs digital native, comme on dit si bien, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de format papier quelque part. Est-ce qu'on n'a pas besoin là de fournir nous aussi cette fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure? Et vous le savez, aujourd'hui, la manière dont fonctionne le domaine de la finance, c'est que les acteurs de la finance, par exemple, s'échangent, s'achètent, se revendent, je disais des actions, des obligations, c'est très bien. Il y a d'ailleurs des acteurs privés qui sont surveillés, qui sont régulés, qui sont des chambres de compensation, qui sont des contreparties centrales pour que tous ces échanges se passent de manière très bien, c'est encadré, c'est régulé, c'est très bien. Et d'ailleurs, les règlements finaux des opérations, je reçois l'action contre du cash, se fait dans des systèmes qui sont opérés par les banques centrales. C'est les systèmes Target 2 et Target 2 Securities, qui sont appelés de cette manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est finalement la monnaie numérique, alors je fais un saut, pardon, mais la monnaie de banque centrale, qui est la plus sûre, qui donne cette confiance maximale à l'ensemble des acteurs. C'est pour ça qu'elle existe. Alors demain, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir de la même manière un service adapté de monnaie numérique de banque centrale, maintenant je le fais, mon saut, et qui sera là, cette fois-ci, complètement, je dirais, en regard de cette tokenisation des actifs? C'est une grande question, on est en train de l'explorer aussi de manière très détaillée. On a beaucoup expérimenté, je le disais, avec pendant 2 ans. On va continuer, le fameux régime pilote va nous y aider. Et puis, on réfléchit avec les collègues de l'Eurosystème à se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on adapte nos services à cette nouvelle demande des acteurs financiers? Et ces équilibres, effectivement, en fin de journée entre les différentes banques, JP Morgan a sa propre blockchain qui permet justement de faire ce genre de choses, et des banques françaises s'y penchent déjà. Certaines autres sont dans des protocoles de DeFi plus ou moins certifiés, si ce n'est vraiment décentralisés, comme AAV avec sa vision AAV Arc pour les institutionnels. Donc effectivement, il y a cette volonté-là avec, pour le coup, encore une fois, cette difficulté à utiliser de l'euro. Quand on veut utiliser de l'euro, il faut soit se débrouiller pour le shorter, soit de trouver le seul pourcentage ou le demi-pourcentage qui en reste. Et c'est là, effectivement, peut-être on attend que la régulation apporte une certitude pour que nos acteurs privés puissent en émettre sur le territoire européen pour l'Europe et les Européens. Il y a 2 choses. Il y a effectivement la réglementation qui peut aider à cadrer ce domaine-là. Et puis la deuxième chose que je disais à l'instant, c'est que si on veut faire des opérations de marché financier, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces opérations, elles fonctionnent bien, elles sont sûres, elles sont de confiance, parce qu'on a un règlement en actif de banque centrale. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas pour rien, si ça existe, c'est que ça répond à un besoin. C'est que les acteurs financiers se disent, oui, mais moi, là, l'acteur qui est en face, bon, je le connais un peu, mais je sais pas, je les connais pas, moi, ces comptes. Je sais pas si ses réserves en tant que banque ou autre sont suffisantes. Je ne connais pas sa solidité financière. Donc, vous, Banque Centrale, vous êtes capable de me garantir ça. Et c'est pour ça que je vous veux dans le jeu. Et c'est pour ça que je veux que vous régliez les transactions. Demain, nous, on se dit, peut-être qu'il faut très clairement penser à une monnaie numérique de Banque Centrale dans ce domaine-là aussi des marchés financiers, pour apporter cette sécurité, cette confiance, mais l'adapter à des protocoles de DeFi, l'adapter à des services, alors peut-être pas qui sont tous de DeFi, mais en tout cas des services financiers qui sont blockchainisés ou DLTisés, on pourrait dire. Puisque après, encore une fois, je pense que la DeFi, il y a un tel degré
de décentralisation ou de d'accord. recentralisation, justement, qu'il faut faire un petit peu attention. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est un Graal, mais ça reste une nébuleuse. Et je voudrais dire d'ailleurs là-dessus, les deux volets, ce sont effectivement ceux-là, la réglementation, régulation, et puis aussi l'adaptation de nos services aux intermédiaires financiers. Mais de manière très importante, on a sur la partie réglementation, mais il y a également le fait que on peut toujours trouver un responsable, une entité à qui on peut parler pour réglementer. Et je pense que souvent, certains acteurs présentent la DeFi comme étant un espace où il ne peut pas y avoir de régulation. On n'est pas convaincu de ça. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu voir de la DeFi, eh bien, il y a toujours un moment ou un autre, on peut parler à quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est peut-être celui qui a mis le smart contract, ou ceux qui ont mis le smart contract sur le réseau, qui n'intervient plus, puisque le smart contract fait lui-même ses opérations tout seul comme un grand. Mais demain, s'ils veulent modifier le smart contract, ils sont 3-4 à pouvoir le faire, puisqu'ils ont les tokens de gouvernance, ce genre de choses. Donc, notre question, en fait, est, mais comment est-ce qu'on peut parler à ces gens-là, et comment on peut leur dire, écoutez, comprenez, pour vraiment créer votre environnement de confiance, développer vos services, il va falloir aussi que vous soyez réglementés, et il faut que nous, on s'adapte, on vous trouve une réglementation qui soit proportionnée, ça c'est sûr. Mais je voulais quand même insister sur ce point-là, c'est qu'il n'y a rien de magique dans l'espace DeFi. Il y a soit des formes de recentralisation, replatformisation, ou il y a soit des formes de toute façon de gouvernance un peu cachée, un peu complexe à comprendre, mais qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qu'on peut aller voir. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple. Ça, par contre, je suis d'accord. Et c'est effectivement toute la difficulté du trilogue européen en ce moment, avec des volontés notamment comme la DAN défend ses positions de sortir les entités réellement décentralisées de MiCA qui se sert qui fait un peu d'ancien avec du nouveau, c'est-à-dire d'attendre des intermédiaires pour les réguler sur des vrais acteurs effectivement décentralisés. C'est un petit peu compliqué. Il y a quelques mois, on avait reçu Adeline Bachelery justement pour discuter de cet euro numérique. Donc je remettrai le lien en description, c'était totalement pertinent et je pense qu'une grande partie des choses de l'époque sont encore valables. Une des questions et une des choses qui n'était pas encore à l'époque sortie de ce rapport qui a été fait auprès de tous les Européens, qui est sorti depuis et donc il y a quelques semaines, c'est la volonté des Européens de garder une forme de sécurité sur la vie privée. Ça peut faire peur parce qu'on sait effectivement c'est ce que prônent les vrais acteurs décentralisés, c'est-à-dire code is law, tout est dans le code, il n'y a pas de points cachés, de points morts ou d'angles morts où l'argent peut être caché, donc si vous regardez, vous savez où ça va et qui est à l'initiative. Eh bien, c'est la même chose pour une monnaie numérique de banque centrale. Comment on peut garantir tout ce qui est autour, qui ne touche pas la technologie? Et encore une fois, je renvoie ceux que ça intéresse sur le podcast avec Adeline Bachelery sur quelle blockchain, pourquoi, quelle serait-elle, est-ce qu'elle serait décentralisée, est-ce que ça serait centralisé, pourquoi Tezos et autres, mais plutôt sur l'aspect philosophique. Comment pourrait-on garantir de la vie privée? Comment pourrait-on garantir que nos concitoyens ne soient pas dans un extrême comme certains aiment le comparer à la chinoise demain? Oui, alors question plus que légitime. Là, on revient à la monnaie numérique de banque centrale retail. On avait fait un petit écart vers les intermédiaires financiers, ce qu'on appelle le wholesale interbancaire, juste pour bien avoir ce décor toujours un peu complexe en tête. Et sur cet aspect-là, sur l'aspect monnaie numérique de banque centrale retail, donc potentiellement un euro numérique pour nous Européens, la question de la data privacy et de la privacy en tant qu'individu se pose de manière très claire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sujet qu'on a bien perçu dans les différentes interviews, les interactions avec les consommateurs. Et je crois que tout le monde en est conscient. Qu'on ait d'un côté des co-législateurs, c'est-à-dire les États membres européens, les parlementaires, aidés par la Commission évidemment, ou nous, Banque centrale, avec la BCE, avec les autres collègues des banques centrales, le sujet de la privacy est très fort. Il y a un point de référence aujourd'hui auquel on peut penser, et qui ne pose pas de problème a priori. Alors peut-être on peut le renforcer, mais il y a un point de référence quand même, il faut le dire, c'est que aujourd'hui j'ai mes cartes de paiement, j'ai des wallets de type PayPal et autres, de monnaie électronique. J'ai un intermédiaire qui connaît quand même pas mal de choses de ce que je fais.
Bon, ça a priori, ça ne m'empêche pas d'aller transacter sur Internet ou à un point de vente en sans contact, enfin ce genre de choses-là. J'ai un peu confiance dans le fait que ce sont des acteurs intermédiaires qui sont surveillés, donc ils sont censés pas faire n'importe quoi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui viendra un petit peu taper dessus si les données ne sont pas utilisées à bon escient. On a GDPR en Europe qui met quand même, enfin qui a été une réglementation absolument, je dirais, fantastique dans le sens où elle influence aujourd'hui toutes les autres réglementations sur la vie privée dans le monde. Les Américains s'en inspirent aussi. Donc c'est la preuve qu'on peut quand même avoir de bonnes idées en Europe, il faut le dire, et que ça peut aider. Je pense que ce point de référence-là, c'est-à-dire ce que font les intermédiaires aujourd'hui dans le domaine du paiement de détail, et paiement électronique et autres, ça peut être le point de référence pour un euro numérique, un futur euro numérique. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'anonymat ? Est-ce qu'on peut mettre des niveaux en dessous desquels rien ne sera visible de personne ? La technique nous le permet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. La technique nous permet vraiment de garantir des formes d'anonymat très avancées. Alors, on dira toujours, dès qu'il y a de l'électronique, il y a quelque part une trace. Oui, ça c'est vrai. Mais on peut vraiment encadrer avec des techniques cryptographiques et autres des formes d'anonymat vraiment très poussées. Donc il faut explorer ça, on le fait aujourd'hui parce que ce sujet de privacy est très important, surtout que là j'utilisais le point de référence des paiements électroniques, mais si on parle d'un euro numérique, on parle de l'euro tout court, et l'euro tout court c'est aussi les billets, et donc on sait le niveau d'anonymat des billets, et on sait que les citoyens européens sont attachés en fait à cette capacité d'anonymat d'un billet aujourd'hui ou d'une pièce. Donc il faut vraiment qu'on se pose cette question-là de manière très sérieuse, et comment l'encadrer aussi d'un point de vue légal. Donc ça c'est avec la Commission, c'est avec le Parlement, les États membres en son temps. Et pour conclure sur tout notre échange, vous êtes du coup à la direction de l'innovation. Est-ce que la monnaie jusqu'ici avait connu de tels bouleversements, de tels challenges dans l'histoire, ou est-ce qu'on est vraiment sur un point de bascule qui va se jouer dans la prochaine décennie ? Alors c'est une question extrêmement pertinente, et la réponse, je ne sais pas si elle va l'être, mais en tout cas elle va être très nette. Nous sommes à un point de bascule. C'est très clair, vous avez absolument raison, la question est la bonne. Non, aujourd'hui, je pense, il y a à peu près 2 ans de ça, donc on est sur 2020, 2019, 2020, 2021, la question de la monnaie ne s'est pas reposée, de la forme de monnaie ne s'est pas reposée. Là, aujourd'hui, elle se pose. Elle se pose, et à un moment assez clé, c'est-à-dire finalement une 30-35 ans après l'avènement, enfin 30 ans, on va dire, après l'avènement d'Internet, qui est donc... C'est récent, finalement, à l'échelle du temps, à l'échelle humaine, c'est assez récent, mais ça pose des questions fondamentales. Et aujourd'hui, 30 ans après cet avènement d'Internet, un petit peu moins même, 20-25 ans, Internet de masse, on a cette question aussi de la monnaie, et donc de son adaptation à ce fantastique outil de connexion de réseau électronique. Clairement, oui, il y a un avant, un après. C'est évident qu'on est en train de tracer aujourd'hui les grandes lignes des 15, 20, 30 prochaines années sur la monnaie, ce qu'elle sera cette monnaie-là. Donc c'est pour ça que cette phase vraiment d'investigation sur l'euro numérique, à usage de tout le monde, est absolument fondamentale, parce qu'on est à une croisée des chemins. Ça, c'est très certain. Avec effectivement certains pays qui décident parfois de prendre Bitcoin, d'autres de créer des monnaies de banque centrale, et cette dichotomie qui sera passionnante à observer, je pense que... Et certains pays reviendront dans le droit chemin une fois qu'ils se seront posés ces questions-là, parce que... Et on verra quel sera ce droit chemin. Exactement, parce que tout le monde fera ses analyses et regardera les choses absolument. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choix qui sont faits, qui sont des choix différents, et à la rigueur, c'est normal, tant mieux, la pluralité des analyses fait que c'est logique que l'on regarde les choses parfois un peu différemment en fonction de la culture. Mais... on le voit aujourd'hui, tout le monde se pose la question des monnaies numériques de banque centrale, surtout dans l'espace retail, c'est vrai, mais également dans l'espace wholesale dont je parlais tout à l'heure. Il y a une vraie demande derrière, j'insiste quand même là-dessus. En tout cas, on le voit bien, c'est un vrai sujet. La monnaie est examinée, regardée de nouveau, on rouvre les cartons, on rouvre les vieux papiers, les vieux dossiers, on se repose les bonnes questions en fait sur ce que ça signifie et comment avoir ce lien de confiance à l'ère numérique avec les utilisateurs finaux. Et effectivement, on sera très attentif à ces évolutions, et on essaiera de les documenter à Cryptost et à vos côtés en regardant l'évolution de ces MNBC. Merci beaucoup.